Le plateau de Charles heurta le sol avec un fracas assourdissant. Comme un cri étouffé dans la gorge d'un condamné. La soupe chaude. Ce mélange fade de pommes de terre et de carottes que sa mère lui avait préparé ce matin-là se répandit en une flaque gluante sur ses chaussures usées. Tandis que les rires fusaient autour de lui comme des balles perdues. Victor se dressait au-dessus de lui. Le poing encore serré sur le bord de la table de la cafétéria du lycée Henri IV. Ses yeux bleus. Habituellement si froids. Pétillant d'une joie mauvaise qui masquait mal une faille profonde. T'es rien qu'une pédale pathétique. Charles! Hurla Victor. Sa voix résonnant contre les murs carrelés de blanc. Transformant l'instant en une sentence publique. Les autres élèves, figés un moment dans leur stupeur, éclatèrent en un chœur de moquerie. Certains filmant la scène avec leur téléphone. Immortalisant la honte de Charles comme une vidéo virale prête à infester les couloirs sombres de ce Paris pluvieux de 2005. Charles, 16 ans à peine, sentit le monde basculer, ses joues rougir non pas de colère, mais d'une humiliation si viscérale qu'elle lui noua les entrailles, le faisant vomir un filet de bile sur le carrelage froid. C'était le début de tout. Ou plutôt la fin d'une innocence qu'il n'avait jamais vraiment possédée. Paris. Cette ville des lumières éternelles. S'était muée en un labyrinthe de regards accusateurs pour Charles Duval. Un garçon aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts hérités de sa grand-mère normande. Fils d'un employé de banque discret et d'une couturière rêveuse. Il avait toujours su qu'il était différent, ses regards volaient au vestiaire du foot. Ses rêves fiévreux où des mains masculines effleuraient sa peau. Mais jusqu'à ce jour d'octobre, où les feuilles mortes collaient au pavé de la Seine comme des plaies ouvertes. Il avait cru pouvoir le cacher. Victor Moreau. Le Golden Boy du lycée. Capitaine de l'équipe de rugby. Avec son sourire carnassier et ses épaules larges forgées par des heures d'entraînement. En avait décidé autrement. Tout avait commencé des semaines plus tôt. Lors d'une fête clandestine dans un squat du Marais. Les basses de la musique techno pulsaient comme un cœur affolé. Et l'air était saturé d'odeurs de sueur et de joints bon marché. Charles, poussé par un ami un peu trop enthousiaste, s'était retrouvé coincé dans un coin sombre avec Victor, qui riait fort pour masquer son malaise. Une danse maladroite. Un effleurement de hanche. Et soudain, les lèvres de Victor s'étaient approchées des siennes à un baiser volé. Bref, chargé d'alcool et de confusion. Tais-toi. C'était rien, avait murmuré Victor en le repoussant violemment. Mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Depuis, Victor le traquait comme un prédateur blessé. À la cafétéria. Ce n'était que la cerise sur un gâteau empoisonné, d'abord des murmures dans les couloirs. Des graffitis sur son casier, pédale, tracés en rouge vif. Puis des bousculades accidentelles dans les escaliers. Charles rentrait chez lui chaque soir. Le cœur en miettes. Feignant la joie devant sa mère qui cousait des robes pour des clientes imaginaires. Tout va bien. Maman? Mentait-il. Tandis que dans sa chambre étroite sous les toits, il pleurait en écoutant du Jacques Brel. Ces chansons d'amour brisées qui semblaient écrites pour lui. Les jours suivants furent un calvaire. Le proviseur. Un homme bedonnant aux moustaches jaunies par le tabac. Balaya l'incident d'un revers de main, les garçons. C'est la jeunesse. Ça s'arrange. Mais pour Charles, rien ne s'arrangeait. Ses notes chutaient. Ses amis s'éloignaient comme des ombres fuyantes. Et Victor. Victor le fixait parfois avec une intensité qui le désarmait. Un mélange de haine et de désir refoulé qui rendait chaque regard insoutenable. Une nuit. Après une énième humiliation à un slip jeté dans les toilettes publiques.
Charles songea à en finir. Il se posta sur le pont des Arts. Les lumières de Notre-Dame scintillant au loin comme un mirage moqueur. Et envisagea le saut. Mais le vent froid sur son visage, chargé d'odeurs de pain frais et de rivière, le ramena à la raison. Pas comme ça, se dit-il. Il survivrait. Pourquoi? Il l'ignorait encore. L'hiver s'installa. Impitoyable. Enveloppant Paris d'un manteau de givre qui craquelait sous les pas. Charles se réfugia dans les livres. Ces refuges secrets où les amours interdites de Proust ou les tourments de Camus lui offraient une échappatoire. À l'école, il évitait la cafétéria, se contentant de sandwichs mâchés dans les recoins du jardin du Luxembourg, sous les statues impassibles de reines oubliées. Victor, lui, régnait en maître, fêtes endiablées dans des appartements haussmanniens. Conquêtes féminines étalées comme des trophées. Pourtant, lors d'un match de rugby pluvieux, Charles le vit craquer. Victor, plaqué au sol par un adversaire, hurla non de douleur, mais d'une rage primale qui fit taire la foule. Ce soir-là, Charles reçut un SMS anonyme, rendez-vous au square du Vert-Galant. 22 heures. Viens seul. Son cœur bondit. Était-ce une embuscade? Ou autre chose? Il y a là, tremblant sous son manteau trop grand, le square, niché à la pointe de l'île de la Cité, était désert, bercé par le murmure de la Seine. Victor émergea de l'ombre, les poings enfoncés dans les poches de son blouson bombeur. J'en peux plus. Charles? Lâcha-t-il d'une voix brisée, les yeux rougis par des larmes qu'il refusait d'admettre. T'es partout dans ma tête. Ça me rend fou. Les mots tombèrent comme une averse. Et Charles, stupéfait, sentit une chaleur inattendue l'envahir. Victor s'approcha, hésitant, et leurs lèvres se rencontrèrent enfin un pas volé. Cette fois, mais offerte dans un baiser fiévreux, salé de regrets et de promesses muettes. Sous les saules pleureurs, ils s'enlacèrent, le monde extérieur s'effaçant dans un tourbillon de souffles mêlés. Ce fut le début d'une idylle clandestine. Un ballet d'ombre et de chuchotements dans les recoins de Paris. Ils se retrouvaient dans des cinémas miteux du quartier latin, où les films de Godard masquaient leurs caresses furtives, sur les quais déserts de la Marne. Où ils fumaient des cigarettes en évoquant des rêves impossibles. Victor voulait être acteur. Charles écrivain. On s'enfuira un jour, murmurait Victor, sa main serrant celle de Charles comme un serment. Mais la peur rôdait, tapis dans les silences. Victor, fils d'un militaire rigide et d'une mère effacée, portait le poids d'une homophobie intériorisée qui le rongeait. Si mon père savait, gémissait-il. Et Charles, le cœur serré, le serrait plus fort, promettant un amour invincible. Pourtant, les fissures apparurent vite. Victor, sous pression, recommença à le snober en public, un regard évité dans le couloir, un rire forcé avec les potes homophobes. Charles souffrait en silence, se convainquant que c'était le prix de leur secret. Jusqu'à cette soirée de printemps, lors d'une fête au lycée. L'alcool coulait à flots. Et Victor, ivre, attira une fille dans un coin sombre pour sauver les apparences. Charles les surprit, le cœur en vrac, et s'enfuit dans la nuit parisienne.
pleurant sous la tour Eiffel qui scintillait comme une moquerie cruelle. Le lendemain, Victor vint s'excuser. À genoux dans l'appartement exigu de Charles. Jurant que c'était une erreur. Je t'aime. Bon sang. Cria-t-il. Et ils firent l'amour pour la première fois. Un acte tendre et maladroit qui scella leur vulnérabilité partagée. L'été 2006 arriva comme une bouffée d'air chaud et traître. Chargé de jasmin et de promesses brisées. Charles et Victor, désormais inséparables dans l'ombre, naviguaient entre extase et tourment. Ils passaient des après-midi volés dans le parc de Bagatelle, allongés sur l'herbe moelleuse, à tracer des cœurs dans le sable avec leurs doigts entrelacés. Victor parlait alors librement de ses peurs, son père, le colonel Moreau, un homme taillé dans le granit de la Légion étrangère, qu'il avait élevé à coups de ceinturon pour en faire un homme. Il me voit comme son échec si je suis. Comme toi. Avouait Victor. La voix tremblante. Charles, avec sa douceur infinie, l'embrassait sur le front, tu et toi. Et c'est assez. Mais le monde extérieur grondait. Les rumeurs enflaient au lycée, des photos floues d'eux deux, capturées lors d'une sortie au Louvre, circulaient en ligne. Victor paniqua, accusant Charles d'imprudence. T'as tout gâché, hurla-t-il lors d'une dispute orageuse dans un café du Saint-Germain-des-Prés, où les intellos sirotaient leur absinthe sans se douter du drame. Charles, blessé, riposta, c'est toi qui fuis. Tu me trahis à chaque regard que tu poses ailleurs. Les mots blessèrent Victor plus qu'il n'admit. Et il s'en alla en claquant la porte, laissant Charles seul avec son café froid et un vide béant. La réconciliation fut ardente. Comme toujours, une nuit passée dans un hôtel borgne de Belleville, où les Drarèche sentaient la solitude des amants éphémères. Ils se jurèrent fidélité éternelle, tatouant discrètement un V et un C entrelacés sur leurs avant-bras, cachés sous des manches longues. Pourtant, la trahison couvait. Victor, sous la pression de son père qui le poussait vers une école militaire, commença à fréquenter des bars hétéros pour compenser. Charles le savait et il le pistait sur les réseaux naissants, le cœur serré par des photos de Victor entouré de filles riant. C'est pour le camouflage, se justifiait Victor lors de leur rendez-vous clandestin. Mais Charles voyait la vérité, la peur rongeait Victor, le transformant en marionnette de ses propres mensonges. L'automne apporta le premier vrai coup. Lors d'une assemblée scolaire sur la tolérance ou ironie du sort, Victor, désigné pour un discours, trahit tout. Devant des centaines d'élèves, il pointa du doigt Charles, assis au fond, et lâcha d'une voix railleuse, la tolérance. C'est bien. Mais pas pour les pédés comme Duval qui corrompent les bons gars. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pire que le rire de la cafétéria. Charles se leva, blême, et quitta la salle sous les murmures, sentant les regards comme des lames. Victor, les poings serrés, évita son regard. Mais cette nuit-là, il vint frapper à la porte de Charles, en larmes. J'avais pas le choix. Mon père était là. Pardonne-moi. Charles pardonna. Comme un idiot romantique sorti d'un roman de Balzac. Leur amour, ce feu follet, les consumait. Ils fuguèrent un week-end à Deauville, louant une chambre face à la mer normande déchaînée. Là, sous les dunes balayées par le vent, Victor s'ouvrit enfin, je suis gai. Charles. Pour toi.
pour moi. Mais j'ai peur de tout perdre. Ils firent l'amour au lever du soleil. Les vagues applaudissant leur union fragile. À leur retour, Paris les accueillit avec une nouvelle tempête, le père de Victor avait découvert les tatouages. La correction fut brutale des bleus que Victor cacha sous son sweat. Mais il jura à Charles, je vais lui tenir tête. On va s'en sortir. Hélas. La vie en décida autrement. Charles, hanté par les moqueries persistantes, sombra dans une dépression sournoise. Ces nuits étaient peuplées de cauchemars où Victor le poignardait en riant. Il commença à voir un thérapeute. Un vieil homme bienveillant du quartier latin qui l'encourageait à écrire ses tourments. Ses carnets devinrent son salut, des pages noircies de poésie brute. D'amour déchiré et de rêves de liberté. Victor, de son côté, excellait au rugby. Mais son regard s'était assombri. Comme si chaque plaquage sur le terrain expiait ses péchés. Le point de non-retour survint en décembre. Lors des fêtes de fin d'année. Invité à une soirée chez les Moreau. Charles y alla par défi. Vêtu d'un pull rouge trop voyant. Le colonel. Un colosse au visage couturé de cicatrices. Le toisa avec dégoût. Mon fils fréquente des éléments indésirables. Grognatait-il. Victor, terrifié, ne dit rien. Pire, quand Charles, isolé dans le salon orné de médailles militaires, osa un « je t'aime » murmurait. Victor le gifla un geste réflexe. Chargé de honte. Dégage. T'es pas le bienvenu. Siffla-t-il. Les yeux fous. Charles s'enfuit dans la neige qui tombait drue sur les Champs-Élysées. Le visage en feu. Le cœur brisé en mille éclats. Il erra des heures, finissant par s'effondrer sur un banc près de l'Arc de Triomphe, où les lumières festives dansaient comme des démons moqueurs. Ce fut la trahison ultime, Victor avait choisi la peur sur l'amour. Le lendemain, Charles rompit tout contact, bloquant son numéro, effaçant les photos. Il se jura de survivre seul, de transformer sa douleur en force. Le lycée devint un purgatoire, mais il tint bon. Excellent aux examens pour décrocher une bourse à la Sorbonne. Victor, rongé par le remords, tenta de se suicider 2 mois plus tard, une overdose de pilules avalées dans sa chambre. Sauvé in extremis par sa mère. L'hôpital Sainte-Anne le garda des semaines. Et Charles, apprenant la nouvelle par un ami commun, hésita à le visiter. Il mérite sa souffrance, se dit-il. Mais au fond, l'amour persistait, tenace comme une racine sous la terre parisienne. Il n'y alla pas. Au lieu de cela, il écrivit une lettre qu'il brûla sans l'envoyer, « Tu m'as tué. Victor. Mais je te pardonne. Parce que je t'aimerai toujours. » Les années lycée s'achevèrent dans un brouillard de diplômes et d'adieux forcés. Charles partit pour la Sorbonne. Études de littérature en poche. Tandis que Victor intégrait l'école militaire de Saint-Cyr. Un choix dicté par son père. Paris. Cette grande séductrice les sépara comme un courant traître. Charles se réinventa, ami dans les cercles queer du Marais. Premiers flirts éphémères dans des bars au néon rose. Mais Victor hantait ses rêves. Un fantôme aux yeux bleus qui le réveillait en sueur. 10 ans passèrent ainsi. Un exil intérieur. Charles devint professeur adjoint à l'université, publiant un recueil de poèmes sur l'amour perdu qui remporta un prix mineur. Victor,
Lui, gravier les échelons militaires. Marié à une femme qu'il n'aimait pas. Père d'un fils qu'il chérissait en secret. Jusqu'à ce coup de fil. En 2015. Qui brisa le silence, Charles? C'est moi. J'ai un cancer. Stade 4. J'ai besoin de toi. Le téléphone glissa des mains de Charles. Atterrissant sur le parquet ciré de son appartement du 5e arrondissement avec un bruit mat. Comme un point final à un chapitre qu'il croyait clos. Dehors. La pluie martelait les vitres, effaçant les contours de la cathédrale Notre-Dame visible depuis sa fenêtre. Transformant Paris en une aquarelle floue et mélancolique. Victor, sa voix rauque filtrée par les ans et la maladie, avait supplié, viens me voir. S'il te plaît. À l'hôpital Cochin. J'ai personne d'autre. Charles raccrocha. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Et s'effondra sur son lit. Les souvenirs affluant comme une marée haute. 10 ans. 10 ans de cicatrices refermées à la va-vite. De nuits solitaires où il relisait ses vieux carnets. Se demandant ce qui aurait pu être. Il avait aimé d'autres hommes, un artiste barbu rencontré à une expo de street art. Un étudiant timide aux yeux de biche. Mais aucun n'avait effacé Victor. Ce baiser sous les saules. Ce tatouage fané sur son avant-bras. Ces promesses chuchotées dans l'ombre des métros. Tout cela pulsait encore. Vivace. Douloureux. Et maintenant. Ce appel, un cancer du pancréas. Diagnostiqué trop tard. Une sentence de mois. Peut-être semaines. Pourquoi moi, murmura Charles à son reflet dans le miroir craquelé. Voyant un homme de 26 ans aux tempes grisonnantes précoces. Marqué par les hivers parisiens impitoyables. Il y a là. Malgré tout. L'hôpital Cochin. Ce monstre de béton gris niché dans le 14e. Sentait la désinfectante et le désespoir rance. Victor était dans une chambre au 5e étage. Relié à des machines qui bipaient comme des horloges détraquées. Il avait maigri. Ses joues creusées soulignant des pommettes hautes autrefois arrogantes. Ses cheveux blonds clairsemés sous un bonnet de laine. Mais ses yeux. Ses yeux bleus. Toujours aussi intenses. S'allumèrent en voyant Charles. Tu es venu. Souffla-t-il. Une larme traîtresse roulant sur sa joue parcheminée. Charles s'assit au bord du lit. Raide comme un piquet. Les poings serrés sur ses genoux. Pourquoi faire? Pour que tu t'excuses encore. Comme un gamin? Sa voix tremblait. Un mélange de rage et de tendresse refoulée. Victor toussa. Un râle humide qui fit pitié à Charles malgré lui. Non. Pour te dire la vérité. Toute la vérité. J'ai été un lâche. Charles. À la cafétéria. Ce jour-là. C'était pas de la haine. C'était de la peur. De moi. De ce que tu faisais naître en moi. Et après. Quand on s'aimait en secret. J'ai tout saboté parce que j'en étais pas digne. Les mots se déversèrent alors. Un torrent libéré après des années de barrage. Victor raconta tout, les nuits blanches à Saint-Cyr. Où il se mutilait pour oublier Charles, son mariage forcé avec Élise. Une femme douce mais étrangère à son cœur. Pour apaiser son père mourant, la naissance de leur fils. Lucas. Un rayon de soleil qui n'effaçait pas le vide. J'ai trahi tout le monde. Surtout toi. Et maintenant. Je crève seul.
Avec ça sur la conscience. Il montra son avant-bras, où le tatouage persistait. Estompé mais indélébile. Charles écouta. Le gosier noué. La trahison de la fête de fin d'année. La gifle sous les médailles. Tout revint. Vive comme une plaie rouverte. Tu m'as détruit. Victor. J'ai failli sauter du pont. Ce soir-là. À cause de toi. Les larmes coulèrent. Chaudes. Sur ses joues. Victor tendit une main tremblante. Effleurant celle de Charles. Pardonne-moi. Pas pour moi. Pour toi. Laisse-moi partir en paix. Ce contact, si simple, ralluma une étincelle, l'amour. Tenace. Refleurit dans la stérilité de la chambre. Dès lors, Charles revint. Jour après jour. Il apportait des livres, des volumes de Rimbaud. Ces vers d'amour fou qui les avaient unis jadis. Des croissants chauds du boulanger du coin. Des fleurs sauvages cueillies au jardin des plantes. Il parlait des heures, de Paris changé. Des mariages gays légalisés en 2013 qui les auraient sauvés peut-être. De Lucas que Victor voulait confier à Charles en cas de pire. Éduque-le bien. Dis-lui que son père était pas un monstre. Juste un homme brisé. Charles hochait la tête, nourrissant Victor de soupe maison. Essuyant son front fiévreux avec une tendresse qu'il croyait perdue. Mais le conflit renaissait. Insidieux. Élise, l'épouse de Victor, surgit un après-midi. Les yeux rougis par le chagrin. Qui es-tu pour lui? Exactement? Demanda-t-elle. Soupçonneuse. En voyant Charles ajuster les oreillers. Il hésita. Puis avoua tout, l'amour adolescent. Les trahisons. Ce lien indestructible. Élise pâlit. Puis éclata en sanglots. Il m'a menti pendant 10 ans. Mais je l'aime. À ma façon. Et toi? Tu le tues en le ramenant à la vie. Ces mots frappèrent Charles comme un coup de poignard. Était-il égoïste? Revenait-il pour se venger? Ou pour guérir? La nuit suivante. Une dispute éclata. Victor, délirant de fièvre, accusa Charles, t'es venu pour me voir crever. Pour te repaître de ma misère. Charles, blessé, hurla en retour, non. Je suis venu parce que malgré tout. Je t'aime encore? Idiot. Les machines bipèrent plus fort. Et une infirmière intervint. Les séparant comme des amants enragés. Charles s'enfuit dans les couloirs labyrinthiques. Le cœur en lambeaux. Se demandant si le pardon était une prison ou une libération. Pourtant. Il revint. Toujours. Les jours se muèrent en une routine poignante, matinée à lire à voix haute. Après-midi à écouter les confessions de Victor comment il avait saboté sa carrière militaire par des absences répétées. Rongé par le regret, comment il avait divorcé en secret. Élise partit avec Lucas pour la Bretagne. Emportant le dernier fil de normalité. Je mérite ça. Murmurait Victor. Charles secouait la tête, personne ne mérite la solitude. Pas même toi. Le haut point arriva par un soir d'orage. Fin août. La foudre zébrait le ciel parisien. Illuminant la chambre comme un flash divin. Victor, agonisant, agrippa la main de Charles. Reste avec moi.
Jusqu'au bout. Charles, les larmes coulant, acquiesça. Ils se racontèrent leurs vies alternatives, et si Victor avait fui avec lui à New York. Cette ville des amours libres qu'ils rêvaient adolescents? Et si Charles avait écrit un roman sur eux? Un best-seller LGBT qui aurait changé le monde? Les rires fusaient entre les quintes de tout. Un mélange de joie et de deuil. Mais la trahison ultime guettait. Lucas, le fils de Victor, âgé de 8 ans, fut amené par Élise pour un au revoir. Le garçon, aux yeux bleus de son père, fixa Charles avec curiosité. « T'es l'ami de papa ?» demanda-t-il innocemment. Victor, faible, murmura, « Plus que ça. C'est l'amour de ma vie. » Élise, outrée, arracha l'enfant, « Tu nous as tous trahis. » Et elle partit, claquant la porte, emportant le futur de Victor dans un tourbillon de rancœur. Victor s'effondra. Pleurant comme un enfant, « J'ai tout perdu. À cause de moi. » Charles le serra contre lui, berçant son corps frêle. « Non. Tu m'as donné l'amour. Victor. C'est assez. » Cette nuit-là, sous l'orage qui hurlait son courroux, ils s'embrassèrent pour la dernière fois à un baiser chaste, empli de pardon, comme une absolution finale. Septembre 2015 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse. Les feuilles des marronniers du boulevard Saint-Michel jaunissant prématurément. Comme si l'automne pressentait le drame. Charles, transformé en ombre fidèle de Victor, passait ses journées à l'hôpital, négligeant ses cours à la Sorbonne pour veiller ce corps qui s'éteignait doucement. Les médecins, ces messagers impassibles en blouse blanche, murmuraient des pronostics sombres, quelques semaines. Au mieux. Victor, amaigri jusqu'à l'os, gardait un humour noir, au moins. Je crèverai avant les examens de Lucas. Épargne-moi ça. Leur routine devint un rituel sacré. Charles apportait des enregistrements de musique, du Piaf pour les souvenirs, du Bowie pour les rêves d'ailleurs. Et Victor, les yeux mi-clos, fredonnait d'une voix éraillée. Ils évoquaient le passé avec une tendresse nouvelle, la cafétéria n'était plus une malédiction, mais un catalyseur. Sans ça, on n'aurait pas eu ces moments volés. Philosophait Victor. Charles hochait la tête, mais intérieurement, la colère couvait encore. Pourquoi le pardon devait-il être si ardu? Pourquoi Victor? Ce bourreau repenti. Méritait-il sa compassion? Le conflit surgit de l'intérieur d'abord. Une nuit. Alors que Charles somnolait sur le fauteuil inconfortable, Victor délira, « Papa avait raison. Je suis faible. » Une pédale qui a gâché sa vie. Les mots, proférés dans la fièvre, transpercèrent Charles comme des éclats de verre. Il se réveilla en sursaut. Secouant Victor, « Arrête. C'est toi qui m'as brisé. Pas l'inverse. » Victor, lucide soudain, pleura, « Je sais. Et je paie. Mais toi, Charles, libère-toi. Va vivre. Aime un autre. » Ces paroles, bienveillantes en surface, sonnèrent comme une ultime trahison. Victor le repoussait encore, même à l'agonie. Charles s'en alla ce matin-là, errant dans les rues mouillées de Saint-Germain, où les librairies exhalaient l'odeur enivrante du papier ancien. Il entra chez Shakespeare & Company,
Ce havre pour âme perdue. Et acheta un exemplaire annoté de Le Temps retrouvé de Proust. En le lisant sur un banc du Luxembourg, les statues de Verlaine semblant le juger. Il comprit, l'amour n'était pas possession, mais choix quotidien. Il revint à l'hôpital. Déterminé. Je reste. Victor. Pas par pitié. Par amour. Le mien. Élise revint aussi. Plus apaisée. Portant des dessins de Lucas ou des bonhommes bâtons au sourire béat. Ils parlèrent. Enfin, une trêve fragile autour du lit de Victor. Il nous a aimés tous les deux. À sa façon tordue. Admit Élise. Serrant la main de Charles. Ensemble. Ils décidèrent, Charles serait le tuteur moral de Lucas. Veillant sur son éducation queer-friendly. Loin des ombres militaires. Victor, ému, murmura, merci. Vous êtes ma rédemption. Pourtant, le chaos traoguettait. Viscéral. Mi-octobre. Une rechute brutale frappa, hémorragie interne. Transfusion d'urgence dans une salle stérile où les néons crus révélaient chaque veine saillante. Charles, couvert de sueur, hurla au médecin, sauvez-le. Victor, conscient par intermittence, le fixa, laisse-moi partir. Mon amour. J'ai eu assez. La pièce tourna au chaos émotionnel, cris. Pleurs. Bips affolés. Élise s'effondra dans le couloir. Et Charles, à genoux, implora, pas encore une trahison. Reste avec moi. Victor survécut. Miraculeusement. Mais affaibli. Cette nuit-là. Dans la chambre redevenue calme. Ils confrontèrent le noyau du conflit. J'ai peur de te perdre sans t'avoir vraiment eu. Avoua Charles. La voix brisée. Victor, d'une main diaphane, caressa sa joue, tu m'as eu. Chaque jour depuis ce baiser au square. Le reste. C'était du bruit. Ils firent l'amour alors. Doucement. Avec des gestes prudents autour des tubes et des pansements, un acte de réconciliation pure. Où les corps parlaient ce que les mots avaient eu. Paris. Dehors. Bruissait de sirènes lointaines. Indifférentes à leur intimité fragile. Les jours suivants furent un sursis béni. Charles lisait des passages de Proust. Et Victor commentait. Riant faiblement des madeleines et des amours éternels. Ils planifièrent l'avenir, un voyage imaginaire à Venise. Gondoles et murmures sous les ponts, une lettre à Lucas. Expliquant l'amour sous toutes ses formes. Dis-lui que c'est ok d'aimer qui on veut. Insista Victor. Charles promit. Le cœur gonflé d'une humanité nouvelle non plus victime. Mais gardien. Mais la maladie, impitoyable, reprit son droit. Fin novembre. Victor sombra dans le coma. Son corps un vaisseau déserté. Charles veilla. Jour et nuit. Nourrissant son esprit de souvenirs chuchotés, la soupe renversée comme un baptême du feu. Les dunes de Deauville comme un paradis perdu. Élise et Lucas vinrent. Le petit garçon déposant un dessin sur la poitrine de son père, deux bonhommes main dans la main. Sous un arc-en-ciel. Pour que tu rêves beau. Dit-il. Le réveil fut bref. Un sursaut de conscience. Victor ouvrit les yeux. Fixant Charles, merci. D'avoir nourri mon bourreau. Moi-même.
Les mots, profonds, scellèrent leur pacte. Puis, paisiblement, il ferma les paupières, son souffle s'éteignant comme une bougie sous le vent. Charles hurla. Un cri primal qui traversa les murs. Mais au fond, il savait, c'était la fin humaniste. Un amour transmuté en paix. Les funérailles. Sous un ciel gris de Toussaint. Se tinrent au Père-Lachaise. Parmi les tombes de Oscar Wilde et d'autres amants maudits. Élise prononça l'éloge. Et Charles ajouta. D'une voix ferme, Victor a péché. Mais il a aimé. Et ça suffit pour le salut. Lucas, serrant sa main, murmura, il t'aimait fort. Oncle Charles. Ce titre, simple, guérit une plaie décennale. Décembre 2015 s'annonça froid et purificateur. La neige saupoudrant les toits haussmanniens comme un voile de deuil immaculé. Charles, veuf d'un amour hanté, erra dans Paris comme un fantôme bienveillant, portant le poids de Victor en lui comme un talisman invisible. L'appartement de Victor, un 2 pièces modeste du 11e arrondissement, devint son refuge, il y tria les affaires, trouvant des lettres non envoyées, des photos jaunies de leur jeunesse, un journal intime où Victor confessait, Charles est ma lumière. Je suis son ombre. Pardonne-moi d'avance. Élise, apaisée par le temps, l'invita à Noël avec Lucas. La maison bretonne, face à l'océan houleux de Quiberon, sentait le feu de cheminée et les crêpes sucrées. Lucas, curieux, bombarda Charles de questions, papa était gai. C'est quoi? Aimer un garçon? Charles, avec une douceur paternelle naissante, expliqua, c'est aimer fort. Comme ton papa t'aimait. Sans jugement. Le garçon hocha la tête, dessinant un nouveau tableau, 3 silhouettes enlacées sous les étoiles. Élise, observant, murmura, merci d'être là. Pour lui. Pour nous. De retour à Paris, Charles reprit la plume. Son roman, inspiré de leur histoire La soupe renversée, naquit dans les cafés enfumés du Marais, où les serveurs queer servaient des cafés serrés avec un clin d'œil complice. Les chapitres coulaient, la cafétéria comme jeunesse du mal. Les baisers volés comme rédemption. La chambre d'hôpital comme cathédrale du pardon. Il y glissa Victor tel qu'il était au bourreau et amant. Lâche et héros. Un portrait nuancé qui humanisait la douleur. Le livre parut en 2017. Un succès discret mais poignant. Salué par le monde comme un hymne LGBT à la France contemporaine. Où l'amour triomphe des préjugés. Charles, lors d'une lecture au Centre Pompidou, croisa le regard d'un jeune éditeur. Antoine. Aux yeux verts comme les siens. Leur flirt fut timide. Naturel aux promenades le long de la Seine. Dîner aux chandelles dans des bistrots cachés. Antoine lisait le manuscrit avant publication. Commentant, ton Victor. Il est nous tous. Brisé. Mais réparable. Charles sourit. Sentant enfin la guérison, l'amour ne remplaçait pas. Il s'ajoutait. Pourtant. Les ombres persistaient. Des nuits. Il revivait la gifle. La trahison. Se réveillant en sueur. Il visitait la tombe de Victor au Père-Lachaise. Déposant une rose rouge et murmurant, tu me manques. Mais je vis pour toi. Lucas grandissait.
Venant passer des vacances à Paris, ils exploraient le Louvre. Main dans la main. Riant des nymphes païennes. T'es comme un deuxième papa, dit un jour le garçon. Et Charles, ému, le serra fort. Élise, désormais amie, confia, Victor t'aurait été reconnaissant. Il t'a nourri en te brisant. Le vrai dénouement vint en 2020. Au cœur de la pandémie qui cloîtra Paris dans un silence spectral. Charles, isolé, écrivit une suite, Le pardon final, où Victor revenait en esprit, guidant Charles vers une vie pleine. Le livre explosa. Traduit en anglais. Porté à l'écran par un réalisateur queer de Brooklyn ou ironie du sort. Un parfum américain dans cette saga française. Lors de la première au Festival de Cannes. Sous les palmiers factices et les flashs voraces. Charles rencontra des survivants d'histoires semblables, des hommes qui avaient pardonné leurs bourreaux, transformant la haine en humanité. Antoine devint son compagnon stable. Un partenariat civil scellé dans une mairie discrète du 4e. Avec Lucas comme témoin hilar. Leur vie fut simple. Romantique, voyage en train vers la Provence. Où les champs de lavande rappelaient les dunes normandes, soirée à cuisiner des soupes, un clin d'œil ironique à l'origine du drame. À nous, Trinquet-il. Avec du vin rouge de Bordeaux. Un soir d'été 2025. 20 ans après la cafétéria. Charles se tint sur le pont des Arts. Cadenas à la main, un geste kitsch, mais libérateur. Il y grava CEVO pour toujours, le jetant dans la Seine comme un serment aquatique. Antoine, à ses côtés, l'embrassa, t'es guéri? Charles rit. Les yeux vers les lumières éternelles, pas guéri. Complètement humain. Ainsi s'achevait leur saga, pas une fin heureuse hollywoodienne, mais une humanité profonde, où la punition d'hier nourrissait l'amour de demain. Victor, où qu'il soit, souriait peut-être. Son bourreau devenu ange gardien. Paris. Témoin indifférent. Continuait de briller. Ville des amours impossibles et des pardons nécessaires.